bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette édition de ma thèse en 180 secondes dans la communauté Grenoble-Alpes. En tant que directeur du collège doctoral, je vais d'abord procéder à l'accueil protocolaire. Donc Madame Lise Dumazy, présidente de la communauté Université Grenoble-Alpes, Monsieur Jérôme Paré, délégué régional CNRS Alpes, Madame Martine Étiévent, directrice de la MGEN de l'Isère, Madame Ariane Maurer, animatrice régionale culture, enseignement supérieur et recherche de la CASDEN, Mesdames et Messieurs les vice-présidents recherche et formation représentant les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des pôles de recherche et des laboratoires, chers membres du jury, chers collègues, chers doctorants, doctorantes, candidats, candidates, Mesdames et Messieurs, chers publics et chers téléspectateurs. Donc, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette finale locale de la communauté Université Grenoble-Alpes qui désignera cette année 4 lauréats. Comme vous le savez sans doute, ma thèse en 180 secondes, qui a été créée en France en 2014, est un concours national, mais aussi international, qui offre une occasion, une opportunité unique aux doctorants de communiquer directement avec le public, avec vous. À ce titre, il s'agit d'un événement important pour la visibilité de notre communauté scientifique, dont les 3500 doctorants constituent une composante essentielle. Donc, ils ont été 25 candidats à suivre la formation proposée par le collège doctoral et dispensée par Ludovic Lecordier de la société Spontanéez-vous. 16 ont été sélectionnés par un premier jury et vont tenter de vous convaincre ce soir de l'intérêt exceptionnel de leur thèse. J'espère que vous apprécierez la diversité des thématiques et des intervenants qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Avant de débuter ce concours, je vais donner la parole à Monsieur Jérôme Paré, délégué régional CNRS Alpes. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux pour la finale régionale grenobloise de cette 5e édition de ma thèse en 180 secondes. Donc, que vous soyez inconditionnel de ce rendez-vous, et je vois au remplissage de cet amphithéâtre que l'habitude est prise de se retrouver maintenant chaque printemps pour cet événement, ou que vous soyez néophyte et que vous veniez pour la première fois découvrir finalement ce concours, vous allez assister ce soir à des prestations surprenantes. En effet, ma thèse en 180 secondes est un concours qui repose sur un vrai défi de vulgarisation. Les étudiants que vous allez découvrir ce soir vont devoir présenter leur sujet de thèse de manière bien différente que l'exercice qu'ils auront à faire dans quelques mois pour son obtention. Et vous reconnaîtrez avec moi que condenser en 3 petites minutes ce qui, en moyenne, représente 3 années de travail, est quand même un défi de compression exceptionnel. Donc, en 3 minutes chrono et pas une de plus, ils vont nous exposer leur thèse de manière simple et ludique, à nous, un public profane, et ce, à l'aide d'une seule diapositive. Donc, voilà le défi à relever ce soir par ces 16 étudiants, doctorants au sein des laboratoires des établissements d'enseignement supérieur de Grenoble et des organismes de recherche. Donc le concours, petit historique pour lequel nous sommes réunis ce soir, il est né en Australie en 2008. Donc c'est la 5e édition française, mais dans le cadre international dans lequel il concourt finalement aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire. Et c'est au Québec en 2012 que pour la première fois le concours est initié en langue française. En 2014, le CNRS et la conférence des présidents d'université ont décidé de lancer ce concours francophone à l'international. Donc ma thèse en 180 secondes en est aujourd'hui à sa 5e édition. Et ce soir, les vainqueurs du prix du public et du prix du public, ce qui est nouveau, et du premier prix du jury, donc se rejoindront avec les lauréats des autres concours régionaux en demi-finale nationale à Paris le 5 avril prochain. Donc dès la semaine prochaine, pour nos lauréats de ce soir, le concours continue. Donc, demi-finale organisée à Paris par le CNRS et la conférence des présidents d'université, en partenariat avec la Caisse des dépôts, la CASDEN et la MGEN. Donc, je crois avoir tenu à peu près mes 180 secondes, mais l'essentiel étant de participer, je suis peu attaché au chronomètre ce soir. Et donc, après vous avoir donné le contexte de ce concours, je vais laisser Lise Dumazy vous donner un peu plus d'informations sur les spécificités de la finale grenobloise. Merci.
Chers et chers collègues, chers doctorants, chères doctorantes, nous voici donc réunis pour la finale locale du concours Ma thèse en 180 secondes. Bon, comme on le voit, c'est un concours qui provoque de plus en plus d'engouement, puisque cette année, une petite trentaine, c'est ça, de doctorants, une petite trentaine de doctorants de la communauté Université Grenoble-Alpes se sont lancés dans l'aventure, et 16 d'entre eux ont été sélectionnés et vont donc maintenant se présenter devant vous. Le collège doctoral, comme chaque année, a organisé pour les aider un coaching spécial d'une vingtaine d'heures en mars. Ça ne va pas en effet forcément de soi. Non seulement d'apprendre à résumer en 180 secondes un travail de plusieurs années, mais même de savoir l'exposer. Il y a une gestuelle, il y a une présence, il y a une façon de gérer son souffle, de gérer son angoisse éventuellement sur scène, qui sont évidemment, qui s'apprennent. On est plus ou moins doué au départ, mais quand même, ça s'apprend. Et je pense que cette préparation qui est faite année après année est aussi un des éléments qui ont permis à nos étudiants de briller. Et je dirais même pour ceux qui n'ont pas remporté le prix, c'est une aventure qui leur aura servi, qui leur servira de toute façon dans leur parcours ensuite. Alors, il est sans doute inutile de vous rappeler le beau palmarès grenoblois, mais comme nous en sommes très fiers, on va le faire quand même. Hein. Depuis 4 ans, 2 finalistes grenoblois, donc Alexandre Artaud, qui a été 2e prix du jury et prix du public lors de la finale internationale en 2015, et Sabrina Fadloun, qui a été prix du public lors de la finale internationale en 2017. Donc ces belles réussites sont sans aucun doute dues d'abord à la qualité et à l'engagement de nos doctorants, à leur bonne préparation aussi, mais elles sont aussi un témoignage de l'importance que notre site, qui est un site scientifique d'excellence, et notre formation doctorale accordent à ce qu'on peut appeler la médiation ou la vulgarisation scientifique, et plus largement au rapport science-société. Il est extrêmement important, en effet, de comprendre et de faire comprendre le sens de nos recherches, ce qu'elles peuvent apporter à la société, et c'est aussi ce que le concours permet de faire. C'est un événement qui, d'année en année, prend de plus en plus d'ampleur, tant au niveau local, que ce soit par le nombre de doctorants qui ont postulé, que par l'engouement de la communauté scientifique et de la communauté tout court que l'on voit. Et au niveau national également, avec une diffusion dans les plus grands médias. Donc, l'année dernière, nos doctorants avaient présenté des prestations de grande qualité. Je ne doute pas que cette année, ils soient également à la hauteur de ce défi. Sabrina et Alexandre ont mis la barre très haut, mais ils vous montrent aussi le chemin. Donc on l'a dit, cette année, 2 prix de plus, le prix du jury et le premier prix pourront concourir à Paris. Donc il y a 2 places. Et donc bon courage et place à votre performance maintenant. Donc merci M. Paré et Mme Dumazy. Donc avant d'avoir les performances des candidats, je vais vous présenter rapidement les membres du jury. Donc, qui sont les personnes qui sont là-bas, très attentives. Donc, le jury sera présidé par Mme Isabelle Girard-Potin, qui est vice-présidente de la vie de campus Communauté Université Grenoble-Alpes. Il y a également Mme Janie Jean-Baptiste, directrice de la CASMAT, donc Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble. M. Petzel, donc président du groupe Petzel, bien connu dans les régions montagneuses. Erwan Lecomte, rédacteur en chef adjoint du pôle web de la revue Sciences et Avenir. Et Guillaume Plassans, doctorant lauréat de ma thèse en 180 secondes en 2016 et récemment docteur, puisque ça s'est passé hier. Donc merci à eux d'avoir accepté cette responsabilité. L'animation de cette soirée sera assurée par Christophe Reville, qui est donc un journaliste radio-télévision en charge de l'économie et de la politique sur Télé Grenoble, où il pilote chaque mois l'émission Classe Affaires. L'émission fête ses 10 ans et son 100e numéro. Donc elle met à l'honneur les entreprises du département, les incontournables sagas historiques, mais aussi les start-up et les jeunes projets innovants. Et Christophe est également enseignant intervenant à l'école de journalisme de Grenoble. Donc c'est maintenant que je lui cède le bâton, le relais pour l'animation de cette soirée. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous.
Très heureux d'être avec vous pour cette soirée, durant laquelle effectivement on va découvrir des sujets de thèse variés, étonnants, passionnants, de surprenantes découvertes pour nous tous et un sacré défi effectivement pour eux, puisqu'ils ont accepté la mission de défendre en 180 secondes leur thèse, 3 minutes, pas plus, pour nous expliquer de manière simple, ludique, des sujets parfois un peu ardus. C'est le but donc de ce concours MT 180, faire œuvre de vulgarisation scientifique. Cette année donc effectivement, 25 doctorants se sont lancés dans l'aventure, 16 ont été sélectionnés, ils vont se présenter ici devant nous, ils vont tenter de convaincre le jury et le public. Nous accueillerons d'abord 6 candidats avant une pause hip-hop avec un très impressionnant danseur, Kylian Drake. On enchaînera avec 5 autres candidats, on retrouvera Kylian et on verra enfin nos 5 derniers doctorants. Après la délibération du jury et le dépouillement du vote du public, nous décernerons donc ce soir 4 prix. On va s'arrêter d'ailleurs un peu sur le vote du public parce que vous avez un rôle très important ce soir. Alors un bulletin vous a été donné, je crois, à l'entrée. Vous ne pouvez faire qu'un choix, vous ne pouvez choisir qu'un seul candidat. Attention, votre bulletin sera déclaré nul s'il y a plusieurs croix dessus. Donc une seule case à cocher. Et les bulletins seront collectés à la fin des prestations de nos 16 concurrents. Ces bulletins seront évidemment dépouillés. Et puis vous avez aussi sur vos bulletins une petite question. Comment avez-vous eu connaissance de cette finale locale du concours MT 180 ? Est-ce que c'est par les réseaux sociaux, par le web, les flyers, le bouche à oreille, la presse, je ne sais quoi encore ? Merci de bien répondre à cette question, elle nous aidera pour l'an prochain. Alors avant de découvrir nos premiers candidats, encore une consigne. Merci de bien penser à couper vos téléphones portables, à ne pas prendre de photos avec flash, pour ne pas perturber leur concentration, parce qu'en effet, pour eux, cette soirée est très importante. Ils ont la pression. À l'issue de notre finale locale, 2 doctorants iront en demi-finale nationale à Paris. Ils tenteront de décrocher leur place pour la finale nationale. Là, ce sera à Toulouse, avec bien sûr en vue la finale internationale en septembre à Lausanne. Et on espère bien que les couleurs de Grenoble seront portées le plus loin possible. Pour donner un peu de courage à nos 16 candidats, on va tester la force et la motivation du public, on va leur montrer qu'on est avec eux. Je vous propose de les applaudir très fort. Vous le voyez, le public est avec vous, rien à craindre donc, on peut commencer. On accueille notre première candidate, on applaudit Laura Gauthier, s'il vous plaît. Du laboratoire Systèmes moléculaires et nanomatériaux pour l'énergie et la santé. Laura, votre sujet de thèse, stratégie thérapeutique innovante pour le traitement de la maladie de Wilson. Laura, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Après le 3e bip, vous avez 3 minutes, c'est à vous. En ce début de soirée, on va commencer doucement et on va parler vacances. La plage, la mer, le soleil. C'est le moment parfait pour envoyer une carte postale à ses amis. Ah mince, il nous manque un truc. L'adresse. Soyons honnêtes, on s'est tous déjà retrouvés, tout fiers, la carte postale à la main, mais on n'a pas l'adresse du destinataire. Et tous, on sait pertinemment qu'on ne peut pas la poster, cette carte. Ben oui, si on poste une carte sans adresse, elle sera juste perdue pour toujours. Donc je vous apprends rien en vous disant que l'adresse est primordiale pour que notre carte arrive à sa destination. Bon, pour ce coup-là, c'est un peu foutu, on la postera en France, ce ne sera pas la première fois. Revenons travailler. Pendant ma thèse, je travaille sur la maladie de Wilson, qui a priori n'a rien à voir avec une carte postale. La maladie de Wilson est liée au cuivre. Le cuivre dans l'organisme, c'est un peu comme l'eau. À la bonne quantité, tout va bien, mais on en a besoin pour vivre. Maintenant, si vous buvez 10 litres d'eau d'un coup, vous mourrez. Dans la maladie de Wilson, il y a une accumulation de cuivre au niveau du foie et au niveau du cerveau. Et cette dose en cuivre devient telle qu'elle en est toxique pour l'organisme, alors qu'une carte postale n'a jamais tué personne. Et pourtant, il y a bien un lien entre les deux.
Au laboratoire, on se prend un peu pour la poste et on fait ce que l'on appelle de l'adressage moléculaire. Au même titre qu'on adresse une carte à ses amis, nous adressons des molécules vers une cible biologique, afin que ces molécules agissent uniquement là où nous l'avons décidé et pas ailleurs. Le challenge avec la maladie de Wilson est donc d'adresser uniquement vers le foie ou vers le cerveau des molécules capables de piéger le cuivre. Alors pour ça, j'ai plusieurs options. L'option carte postale. Je peux adresser directement une molécule qui piège le cuivre vers le foie ou vers le cerveau. Et en guise d'adresse, je greffe sur cette molécule un motif qui sera reconnu uniquement par la cellule du foie ou par la cellule du cerveau. Deuxième option, le colissimo. Je remplis une boîte de molécules qui piègent le cuivre. Alors, je ne prends pas une grosse boîte. J'utilise pour cela des nanoparticules qui, dans leur cœur, vont contenir les molécules. Et l'adresse ? C'est la même que pour la carte postale. Je greffe à la surface de la nanoparticule un motif qui sera reconnu uniquement par la cellule du foie ou par la cellule du cerveau. Et ensuite, la cellule, elle n'a plus qu'à ouvrir son colis et libérer les molécules. Qui a dit qu'il ne fallait pas avoir foi en la poste ? Merci. Laura Gauthier, bravo. Deuxième candidate, je vous demande d'accueillir Bertille Saumon. Du laboratoire de psychologie et neurocognition, Office national d'études et de recherche aérospatiale à Salon-de-Provence, Centre de recherche cerveau et cognition à Toulouse. Le sujet de votre thèse, corrélat neurofonctionnel du phénomène de sortie de boucle, impact sur le monitoring des performances. Bertille, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Après le troisième bip, vous avez 3 minutes, c'est à vous. Alors, je sais pas vous, mais moi, je déteste prendre l'avion. Ça me fait peur. Alors oui, on a tous le bon copain qui va nous dire qu'on a plus de chances d'avoir un accident de voiture qu'un accident d'avion. D'accord. Mais en attendant, des accidents d'avion, il y en a toujours, et moi, ça me fait peur. Mais d'ailleurs, pourquoi il y en a toujours des accidents d'avion ? C'est un peu étonnant vu les systèmes extrêmement sophistiqués qui sont utilisés. On en arrive même à un point où l'équipage peut mettre en route le pilote automatique quelques secondes seulement après le décollage et le retirer quelques secondes seulement avant d'atterrir. Alors certains vous diront que ces accidents, c'est de la faute du pilote, qui ne s'adapte pas correctement au système automatisé autonome. Peut-être, mais en attendant, moi, quand je vois les prouesses de la technologie, c'est pas demain la veille que je monte dans un avion sans pilote. D'autres, et c'est plutôt mon cas, vous diront que plutôt que de demander à l'homme de s'adapter aux technologies, ce serait bien de faire des technologies qui s'adaptent au fonctionnement humain. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie. Et moi, je fais plus précisément de la neuroergonomie. C'est-à-dire que j'étudie le fonctionnement du cerveau afin de créer des systèmes qui sont plus coopératifs. Et pour faire ça, j'utilise un instrument de torture, l'électroencéphalographie. C'est un casque qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, on a plus de 100 milliards de neurones. Et que ces neurones, ils communiquent grâce à de l'électricité. Alors cette activité, elle est toute petite, on parle de quelques microvolts. Du coup, on utilise des électrodes très particulières, qu'on positionne à des endroits très précis sur la tête des gens, et ensuite on met ces gens dans des simulateurs. Le simulateur, il va nous permettre de faire varier différents paramètres, comme par exemple la fatigue ou le stress, et on va regarder l'impact de ces paramètres sur l'activité du cerveau. Mais il va aussi nous permettre d'induire des erreurs, parce qu'au final, sur un vol de 12 heures, le pilote, on lui demande juste de détecter des erreurs quand il y en a. Grâce à ça, j'ai pu montrer notamment qu'il y avait une activité très particulière, à un endroit très précis du cerveau, lorsqu'on détecte une erreur faite par un autre agent humain, comme par exemple un copilote qui appuie sur le mauvais bouton. Mais j'ai aussi pu montrer qu'il y avait une activité quasiment similaire lorsqu'on détecte une erreur faite par un système automatisé, et que cette activité, elle se dégrade lorsque la tâche devient plus difficile.
Alors maintenant, on peut se demander si cette activité, elle va se dégrader avec le temps passé sur la tâche ou l'investissement de la personne. Et maintenant, on va aussi pouvoir se... Pardon. Désolée. Et au final, pour le moment, je vous ai parlé d'aéronautique, mais avec le développement des voitures autonomes, moi, je nous imagine bien tous avec quelques électrodes sur la tête d'ici quelques années. Bravo Bertille. Bertille Saumon. Troisième candidat que je vous demande d'applaudir sur scène, Jérôme Lessain. Du laboratoire technique de l'ingénierie médicale et de la complexité informatique, mathématiques et applications à Grenoble. Sujet de la thèse de Jérôme, conditions de rang et autocalibration en radiologie interventionnelle. Jérôme, tout est OK, vous êtes prêt ? Parfaitement prêt. Attention, vous avez 3 minutes, c'est à vous. « 20 ans. Ça faisait 20 ans que l'idée de faire une thèse de maths me trottait dans la tête. C'est vous dire quel plaisir aujourd'hui j'ai ce soir d'être avec vous pour faire cette mini-soutenance. De quoi va-t-on parler ? De maths, bien sûr. De mathématiques appliquées à un domaine particulier. Si j'osais, je dirais que je travaille dans le X. Le rayon X, bien sûr. Car oui, quand vous faites une radio, l'intensité lumineuse d'un point de l'image est le résultat d'une intégrale. Oui, je sais, l'intégrale réveille chez certains des souvenirs un peu douloureux. Je comprends, mais moi, c'est mon shoot quotidien. Donc, pas de panique. D'ici 2 minutes, tout sera beaucoup plus clair. Mon sujet n'est pas exactement la radiologie, mais la tomographie, qui est un gros mot pour désigner ce qui se passe à l'intérieur d'un scanner. Au lieu de ne prendre qu'une seule radio, on fait plein de radios en tournant autour du patient. Et à partir de toutes ces radios, on reconstruit une image en 3 dimensions du corps humain. Il faut voir ça comme un cube magique géant. Vous connaissez le principe du carré magique. Retrouver le nombre qui figure dans chaque case en ne connaissant que la somme de chaque ligne et la somme de chaque colonne. Ici, les sommes, ce sont précisément les intégrales. Et le carré devient un cube de nombres qui modélise le corps humain. Un cube qui contient 1 milliard de cases environ. Le sujet de ma thèse porte sur les scanners mobiles utilisables directement au bloc opératoire. Un chirurgien orthopédiste, par exemple, qui corrige une scoliose par la pose d'un tuteur métallique le long de la colonne vertébrale, veut pouvoir vérifier pendant l'opération et sur une image en 3 dimensions l'angle précis de chaque vis implantée. De tels appareils sont nécessairement plus souples, plus légers et plus souples mécaniquement qu'un scanner traditionnel. Ils sont donc sujets à des vibrations et des déformations imprévisibles qui malheureusement rendent les images inexploitables. Il faut donc identifier précisément ces vibrations et ces déformations afin d'en atténuer les effets. Pour ce faire, revenons au cube magique. D'une certaine manière, ces vibrations et ces déformations ont enlevé toute sa magie au cube. Un peu comme sur l'exemple derrière moi où le total de toutes les lignes n'est pas égal au total de toutes les colonnes. C'est cette incohérence dans les données qui rend les images inexploitables. Mon travail consiste donc à remettre un petit peu de magie dans ce cube afin de fournir au chirurgien la meilleure image possible. Et tout ça part du calcul intégral, matin, midi, soir, tous les jours, pendant 3 ans. J'ai finalement rajeuni de 20 ans. Jérôme Lessain. 4e candidat qu'on accueille ce soir, je vous demande d'applaudir Clément Chagnot. Du laboratoire d'informatique de Grenoble, laboratoire Grenoble Images Parole Signal Automatique. Le sujet de la thèse de Clément, méthodes et outils de géovisualisation et d'analyse spatiale exploratoire pour les humanités numériques, application aux données des cartes anciennes de l'Atlas linguistique de la France. Clément, c'est OK ? Oui. Allez, au 3e bip, vous avez 3 minutes.
Ce soir, je n'ai pas peur. Je mets les pieds dans le plat. J'ose aborder un sujet éminemment polémique. Je voudrais vous parler du débat qui oppose les Français depuis des générations. Entre ceux qui pensent que cette délicieuse petite viennoiserie fourrée au chocolat est une chocolatine, et les Français de bon sens qui appellent ça tout simplement un pain au chocolat. Vous n'êtes pas sans savoir que ce léger point de désaccord qui enflamme les réseaux sociaux a un lien étroit avec la position géographique des deux camps. Globalement, c'est le sud-ouest contre tout le reste de la France. Mais d'ailleurs, pourquoi le sud-ouest ? Existe-t-il une frontière exacte ? Pourquoi les pro-chocolatines n'ont-ils pas réussi à étendre leur domination au-delà de la Garonne ? Autant de questions que tout le monde se pose et auxquelles les géolinguistes tentent de répondre. Oui, j'ai bien dit géolinguistes, car les scientifiques avec lesquels je travaille s'intéressent à la répartition géographique des dialectes sur un territoire. Pour mener leurs recherches, ils étudient des données cartographiques présentes dans des ouvrages anciens que l'on appelle atlas linguistiques. Ces atlas sont des recueils de cartes. Chaque carte représente un mot dont la prononciation a été enquêtée dans plusieurs centaines de villes et villages. Mon projet de recherche s'intéresse au premier atlas linguistique au monde, publié il y a une centaine d'années, l'Atlas linguistique de la France. Il recense pas moins de 1900 mots de vocabulaire. Et mon travail a pour objectif de visualiser ces données pour les faire parler. Alors vous allez me dire, oui, vouloir faire parler des données linguistiques, c'est un peu facile. Pas tant que ça. J'utilise des méthodes statistiques qui me permettent d'identifier des zones linguistiques homogènes, c'est-à-dire des aires à l'intérieur desquelles les individus parlent le même dialecte. Pour cela, je mets en œuvre des algorithmes qui me permettent d'estimer comment les gens parlent entre les villages où nous avons déjà cette information. La difficulté, c'est que si à Saint-Pierre-de-Chignac, on dit chocolatine, et à Saint-Pardoux-la-Rivière, on dit pain au chocolat, ça n'a pas tellement de sens d'estimer qu'entre les deux, on dit pain au chocolatine. Même si entre nous soit dit, ça réglerait bien des conflits. Mais non, je dois trancher, je dois prendre une décision. C'est soit l'un, soit l'autre. J'essaye donc de trouver des éléments qui me permettent de prendre la meilleure décision. Par exemple, je regarde les réponses des villages avoisinants, ou s'il existe des phénomènes linguistiques similaires que l'on retrouve dans d'autres cartes. J'étudie également dans quelle mesure le relief ou les cours d'eau peuvent être des barrières naturelles ou des axes de communication qui influent sur la répartition géographique des dialectes. Et j'espère qu'à la fin de ma thèse, je dispose de suffisamment d'éléments pour percer le mystère de nos patois locaux et comprendre pourquoi il y a encore des illuminés qui disent « chocolatine ». Clément Chagnot. Allez, 5e concurrent à monter sur scène. On applaudit Fabien Boux. Du laboratoire Jean Kuntzmann, Grenoble, Institut des neurosciences. Sujet de sa thèse, développement de méthodes statistiques pour l'imagerie IRM fingerprinting. Est-ce que vous êtes prêt, Fabien ? Oui. Au 3e bip, vous avez 3 minutes. L'imagerie par résonance magnétique, la fameuse IRM. Cette imagerie permet chaque année en France de réaliser plusieurs millions d'examens médicaux. On s'en sert pour diagnostiquer toutes sortes de pathologies, comme par exemple des lésions qui vont toucher les ligaments ou les ménisques, une hernie discale au niveau de la colonne vertébrale, ou bien des maladies plus graves telles que des tumeurs localisées dans le cerveau. Et si cette technologie est tant utilisée aujourd'hui, c'est qu'elle permet de réaliser une image en 3 dimensions des tissus de notre corps sans aucun effet néfaste pour les patients. Prenons les patients épileptiques par exemple. Il faut savoir malheureusement qu'environ 20% des patients atteints d'épilepsie ne sont pas réceptifs aux traitements qui leur sont proposés et doivent subir une intervention chirurgicale lourde afin de retirer les zones à l'origine de leur crise. Il est donc primordial pour la prise en charge de ces patients de mettre au point une méthode efficace pour localiser ces zones avec précision dans le cerveau. Et pour réaliser cette tâche, je propose de cartographier le réseau vasculaire cérébral particulièrement impacté par l'épilepsie à l'aide d'un IRM. L'imagerie par résonance magnétique repose sur les propriétés magnétiques des molécules d'eau. Il faut voir les dispositifs d'IRM comme des aimants qui créent d'importants champs magnétiques.
Et lorsque l'on pénètre à l'intérieur, l'ensemble des molécules d'eau de notre corps s'aimantent et l'orientation de cette aimantation s'aligne sur le champ. En fait, on peut voir les molécules d'eau de notre corps comme deux petites boussoles dont l'aiguille s'aligne sur le champ magnétique terrestre. Et lorsque l'examen IRM débute, on va venir écarter l'orientation de cette aimantation, comme on viendrait avec le doigt écarter l'aiguille de sa position d'équilibre, avant de relâcher. Et à cet instant précis, l'aiguille va retourner dans sa position d'équilibre sur un phénomène que l'on appelle le phénomène de relaxation. Et c'est parce que ce phénomène est propre à chacun des tissus de notre corps que l'on est capable de les identifier et de distinguer les tissus sains des tissus lésés. Alors ce que l'on sait faire pour l'instant, c'est dire que grossièrement, ce phénomène a une vitesse constante au cours du temps et qu'on peut donc la réduire à une valeur. Ce qui marche très bien, hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à mettre en évidence d'importants changements vasculaires au niveau du cerveau, comme on pourrait le voir avec les tumeurs par exemple. Mais pour ce qui est de plus petits changements vasculaires, plus localisés, on n'est pas encore assez précis. Et la raison, c'est que ce phénomène de relaxation que je vous ai décrit, il est bien plus complexe. Et mon travail, c'est de mettre au point des méthodes statistiques qui génèrent des modèles plus sensibles à cette complexité, et donc plus précis. En fait, cartographier le réseau vasculaire, c'est un peu comme cartographier le trafic routier. Pour l'instant, mon chirurgien, il a des belles cartes des autoroutes, mais si on veut soigner l'épilepsie, il va falloir que je lui fournisse des cartes des nationales, des départementales et des chemins communaux. Et si les plus gros vaisseaux de notre cerveau faisaient la taille des autoroutes, alors les vaisseaux que moi je cherche à identifier, ils ne sont pas plus grands que mon doigt. Fabien Boux. Merci Fabien. 5e doctorante à se présenter devant vous. Je vous demande de l'applaudir. Faten Mkacher. Du laboratoire d'informatique de Grenoble. Sujet de sa thèse, la sécurisation des protocoles du temps. Faten, vous êtes prête ? Je suis prête. À vous pour 3 minutes. Ce concours, ma thèse en 180 secondes, et en particulier ce fameux chronomètre, m'a fait penser à un objet utilisé dans la démocratie grecque, la clepsydre. Vous connaissez cette horloge à eau utilisée dans les tribunaux et les assemblées athéniens pour veiller à ce que le temps de parole des orateurs soit équitable. La clepsydre, c'est un simple vase percé d'un trou qui laisse couler l'eau. Et le temps est évalué en fonction de l'écoulement régulier d'une quantité bien déterminée d'eau. Bien sûr, pour assurer la justice, tous les orateurs doivent disposer de la même quantité d'eau dans les vases. Mais il y a parfois ces opposants qui veulent avoir beaucoup plus de temps pour parler et convaincre le public. Ils font quoi ? Ils mettent du miel dans l'eau. Bien sûr, ce changement de viscosité de mélange va engendrer un écoulement plus lent de liquide, d'où un temps de discours plus lent pour eux. Donc vous voyez, même les Athéniens ont réfléchi à avoir un moyen pour mesurer le temps. D'ailleurs, c'est comme nous aujourd'hui, en utilisant ce chronomètre. Mais rassurez-vous, je n'ai pas truqué le chronomètre. Ici, on regarde notre vie tous les jours. Vous donnez un rendez-vous à votre grand-mère pour dîner chez elle ce soir à 19h. Il suffit de regarder votre montre. C'est 19h01. Trop cool, je ne suis pas en retard. Sauf que vous avez oublié que le week-end dernier, il y avait le changement d'heure et vous avez oublié de régler votre montre. Là, vous êtes en retard. Disons que votre grand-mère, elle vous aime, hein. Elle peut vous attendre. Mais je vous assure, un train ne vous attend pas. Quelques minutes suffisent pour louper votre correspondance. Donc vous voyez, même dans notre vie tous les jours, on a besoin d'avoir un temps précis. Et surtout, il faut éviter toute fausse information horaire, pour une raison ou une autre. Et c'est ça le corps de mon sujet de thèse, qui est la sécurisation des protocoles du temps. Bien sûr, durant ma thèse, je ne m'amuse pas à remplir des vases d'eau, mais je travaille sur des ordinateurs. Ces ordinateurs qui vont utiliser un mécanisme qui s'appelle le protocole NTP pour corriger l'heure du système si elle dérive. Mais il y a un problème. Ce mécanisme, il n'est pas suffisamment sécurisé. C'est-à-dire une personne mal intentionnée peut facilement falsifier l'heure de votre ordinateur. Alors moi, ma mission, c'est de sécuriser ce mécanisme. C'est-à-dire d'empêcher cette personne mal intentionnée. Mais il y a une contrainte. Il faut que ce mécanisme garde une précision à la milliseconde. Mais vous dites, mais pourquoi la milliseconde ? Moi, la seconde me suffit. Pensez aux gens qui font le trading. Alors, je vous assure, pour eux, chaque microseconde coûte de l'argent. Alors, ma solution, elle ne doit pas dégrader la précision du protocole.
On peut voir mon travail de thèse durant ces 3 années. C'est comme faire une recette d'un plat qui s'appelle NTP sucrerisé. Et moi, il faut que je trouve la bonne dose de 2 ingrédients pour que le plat soit bon. Les 2 ingrédients sont la sucralité et la précision. Faten Mkacher, merci. Merci à nos 6 premiers doctorants qui sont venus devant nous. Je vous avais promis des découvertes étonnantes, nous voilà servis. Et c'est pas fini. On accueillera 5 nouveaux candidats dans un instant. Pour leur petite pause, avec un jeune artiste qu'on vous propose de découvrir, Kylian Drake. Il a 18 ans, il mène d'ailleurs en parallèle ses études et sa passion pour la breakdance. Il est en première année de DUT-GEA en études à distance à Grenoble. C'est un cursus qui est créé pour les adultes en reconversion et il bénéficie du dispositif sportif de haut niveau, un dispositif qui permet de concilier sa carrière sportive avec une réussite universitaire, un dispositif mis en place par l'université pour valoriser les talents, tous les talents. Et vous allez le voir, Kylian Drake n'en manque pas. Il est avec nous, je vous propose de l'applaudir très fort. Kylian Drake. Kylian Drake. Bravo. Kylian, qu'on retrouvera un peu plus tard pour un deuxième intermède. Mais pour l'heure, revenons à notre concours
de ma thèse en 180 secondes. Le défi pour de jeunes doctorants de rendre grand public des sujets scientifiques souvent très pointus. On va accueillir 5 nouveaux candidats et on commence avec Guillaume Comparato. Du laboratoire universitaire Histoire, Culture, Italie, Europe. Guillaume, le sujet de sa thèse, Barthélemy Faujas de Saint-Fond, parcours d'un homme de science mondain au tournant des Lumières, 1741-1819. Guillaume, est-ce que vous êtes prêt? Allons-y. Au 3e bip, vous avez 3 minutes. Parler d'une biographie, c'est parler d'une relation assez particulière entre un sujet et une personne. Mais comme ce sujet était également une personne à part entière, construire une biographie, c'est un peu comme vivre en couple, mais avec un vieux type mort. Alors je ne vais pas partir dans des questions de métaphysique ou des grands débats sur l'univers. Ma thèse, c'est simplement un homme et son histoire. Ce personnage, c'est Barthélemy Faujas de Saint-Fond, ou Faujas tout court. Vulcanologue pendant sa jeunesse, il devient paléontologue à la fin de sa carrière, à une époque où les savants se faisaient seuls, en lisant et en parcourant la nature. Mais voilà, mon travail, c'est aussi un peu un exercice d'équilibriste. Parce que d'un côté, il y a le biographe, qui veut raconter une histoire de vie, comme un grand roman d'aventure, en y ajoutant plein de petits détails croustillants. Parce que c'est vrai que si après je veux vendre des livres, j'ai quand même intérêt d'y mettre un peu de chair. Mais de l'autre, l'historien, lui, veut analyser l'époque des Lumières, la Révolution et l'Empire, à travers le prisme de ce personnage particulier. Pour mon travail, Faujas, c'est une porte. C'est une entrée dans une autre époque. Il me permet de comprendre comment une personne appréhende à chaud le monde dans lequel elle évolue. Grâce à lui, j'ai pu découvrir comment un savant des Lumières perçoit et interprète la nature. J'ai marché à ses côtés dans les rues sales et puantes de Paris, de Londres ou d'Amsterdam. J'ai visité des cabinets de curiosité, des laboratoires, et j'ai gravi les montagnes de France et d'Europe. Mais j'ai aussi pu analyser la façon dont les grands changements politiques que sont la Révolution et l'Empire ont pu l'influencer, autant personnellement que professionnellement. Et à travers ce personnage, peu connu, et qui semble à première vue peu important, j'ai pu voir se dérouler toute cette période si mouvementée que les malavisés appellent encore roman national. L'histoire n'est donc pas écrite par les vainqueurs ou pour les puissants, car c'est lorsque l'on étudie les petits ou les moyens que l'on se rend compte de l'infinie complexité de chaque vie et de chaque époque. Et côtoyer ces morts vivants permet de s'extirper des discours préconçus et des grands récits pour se reconnecter à la réalité. Mais concrètement, comment faire? Comment remonter le temps pour ensuite restituer ces expériences? Eh bien, comme le disent les vieux historiens, j'écoute les morts avec mes yeux. C'est par l'écrit, et principalement par l'écrit manuscrit, que je me projette dans le passé. Et à force de muser les yeux dans les fonds d'archives mal éclairés, de respirer la poussière du vieux papier qui colle aux doigts et à la gorge, j'arrive, en suivant les coups de plume, parfois nets et volontaires, parfois grossiers et vacillants, à ressentir de véritables émotions. Exactement comme si tout se passait devant moi. Guillaume Comparato. Allez, nouvelle candidate qu'on accueille sur scène, Assia El Adbi, s'il vous plaît. Du laboratoire des techniques de l'informatique, de la microélectronique pour l'architecture des systèmes intégrés, sujet de sa thèse, dispositif microélectronique ultra précis de mesure du temps à base de convertisseurs temps numérique. Assia, vous êtes prête? Prête. C'est à vous pour 3 minutes. On ne se rend compte de l'importance du temps que si on vit une situation particulière où chaque seconde compte, comme par exemple rater un avion pour Hawaï, ou bien la ligne d'arrivée pour un athlète. Et même en microélectronique, plusieurs applications reconnaissent l'importance du temps et nécessitent la mesure de celui-ci avec une grande précision. À titre d'exemple simple, la synchronisation des feux de route.
en allant jusqu'à la localisation des avions, des satellites ou des sous-marins. J'aimerais bien aussi citer un autre exemple, qui est la précision d'atterrissage des 2 fusées Falcon 9 le mois dernier. Or, on parle ici d'une toute petite division de la seconde, de l'ordre de picoseconde, une division sur 12 zéros après le 1. Globalement, des dispositifs appelés des convertisseurs temps numérique sont employés pour ces mesures très précises du temps. Et pourquoi présenter en numérique? C'est pour faciliter le traitement, la transmission et le stockage des données. De plus, ceci se traduit pour un circuit électronique en une petite taille, une faible consommation d'énergie et une durée de vie plus grande. Alors, quel est le principe de fonctionnement d'un convertisseur temps numérique? Pour répondre à cette question, je vous invite à imaginer qu'on va se mettre à une grande échelle pour mesurer 1h55. Et nous avons 2 personnes qui vont faire ça. La première personne dispose d'un sablier de 15 minutes. Il va incrémenter son calcul après le passage de chaque 15 minutes. Pour mesurer en fin de compte 1h45. Et il va rater 10 minutes. Quant à la deuxième personne, il n'a qu'une montre mécanique avec seulement la petite aiguille. Et ne peut mesurer donc qu'1 heure. Il va rater 55 minutes. On parle donc de résolution qui est dans ce cas d'1 heure et d'erreur de précision qui est de 55 minutes dans le deuxième cas. J'ai appliqué le même principe en déployant un système asynchrone qui fait appel à plusieurs personnes disposant de la même horloge, mais qui vont commencer les uns après les autres avec un retard bien stable représentant ma résolution de mesure. Cette résolution représente la division de la période de l'horloge utilisée sur le nombre des personnes. Comme résultat, plus je fais appel à un grand nombre de personnes, plus j'augmente de précision puisque je diminue de résolution. Or, à partir d'un certain nombre, ce n'est pas facile de coordonner ces personnes, car ils vont se disputer entre eux s'ils sont assez proches, ce qui présente le bruit. Une telle précision de mesure du temps est indispensable pour concevoir des voitures totalement autonomes. Finalement, je peux dire que le temps est certes important, mais pour le travail d'une thèse, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Assia El Hadbi, 9e doctorant qui se présente devant vous ce soir. Je vous demande d'applaudir Louis Gangolf, du laboratoire Rhéologie et Procédés, Institut des biomolécules Max Mousseron à Montpellier. Sujet de sa thèse, biomatériaux architecturés hyperélastiques et résorbables pour la reconstruction de tissus mous. Louis, est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Alors, c'est à vous pour 3 minutes. Chute de vélo ou chute de skate, ancien souvenir pour certains, ou peut-être plus récent pour d'autres. À chaque bobo, un pansement. D'ailleurs, j'aimerais que vous vous rappeliez des pansements que vous utilisiez quand vous étiez petit. Vous voyez ce motif, Mickey, Barbie, très bien. Mon sujet de thèse, ça n'a rien à voir. Alors, je suis un peu de mauvaise foi. Je vais bien parler de pansements, mais pas de n'importe lesquels. De ceux qui permettent de réparer des lésions sur des organes, et plus particulièrement du cœur. Tout d'abord, imaginez qu'à l'intérieur du corps, c'est comme de la plomberie. Dans la vie courante, pour réparer une fuite, il y a 2 types de personnes. Celles qui changent les tuyaux et celles qui, comme moi, mettent du scotch. Sauf qu'à l'intérieur du corps humain, c'est un poil plus compliqué. Changer de tuyau, dans notre cas de cœur, c'est pas une solution tout le temps envisageable. Et mettre du scotch, c'est toujours pas une solution viable. En fait, le rêve pour tout apprenti plombier, ce serait un tuyau qui se répare tout seul. Ça vous intéresse? Moi aussi. Parce qu'actuellement, les pansements que l'on applique sur le cœur vont entraîner des complications. Au pire, des inflammations pouvant amener à un rejet du corps étranger. Au mieux, vous avez hérité d'un bout de plastique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas biodégradables. Pour que mon pansement le soit, je vais synthétiser un assemblage de petites molécules formant de longues chaînes. C'est ce qu'on appelle plus communément des polymères. Ils seront biodégradables et serviront de matériau de base. Ensuite, pourquoi ne pas faire confiance à votre corps?
car votre corps se régénère naturellement. Mais si la lésion est importante, que les cellules nécessaires à la reconstruction d'un tissu vivant sont trop éloignées pour se rejoindre, alors la reconstruction est quasi impossible. Mon pansement va devoir jouer le rôle d'un pont entre deux tissus endommagés, tout en mimant la structure et le comportement d'un tissu vivant, pour accueillir les cellules et favoriser la reconstruction d'un tissu sain. Pour ce faire, je vais utiliser les polymères que j'ai précédemment synthétisés et je vais en faire des fibres très fines. Et l'espace entre ces dernières permettra de laisser passer les cellules. Finalement, ma thèse, c'est avant tout une histoire de compromis. Mon pansement fibreux va progressivement laisser la place au tissu vivant jusqu'à totalement disparaître. Le temps de dégradation est un enjeu crucial. Il faut qu'il soit ni trop court pour qu'il y ait une bonne reconstruction, ni trop long pour que les cellules aient le temps de se développer. Alors cette thèse, ça ne réparera pas les cœurs brisés. Mais ça permettra peut-être, un jour, de continuer à faire battre le vôtre. Louis Gangolf. Bravo. 10e doctorant à se présenter devant vous. Je vous demande d'accueillir Laura Bernard. Du laboratoire de physique subatomique et cosmologie. Et le thème de sa thèse, recherche d'un neutrino stérile avec l'expérience stéréo. Laura, est-ce que vous êtes prête ? Ouais. Ouais. Au 3e bip, c'est à vous pour 3 minutes. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le bain de neutrinos. Vous ne le voyez pas ? Et pourtant, votre main est traversée à chaque seconde par 1300 milliards de neutrinos. Étrangement, vous ne les sentez pas, comme vous sentez les photons du soleil qui réchauffent votre peau. C'est parce que ces toutes petites particules, qui sont des composants élémentaires de la matière, interagissent si peu que la plupart vous traversent sans s'arrêter. Oh non. Attendez, j'ai pas fini. Oh. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes traversés par 1300 milliards de neutrinos par seconde. Donc imaginez ce flux intense de neutrinos qui est produit dans notre Soleil. Nous traversons ce moment d'ouest en est. Et cette nuit, lorsque le Soleil se trouvera de l'autre côté de la Terre, ils nous traverseront par en dessous. Incroyable, non ? Vous aimeriez bien en savoir plus sur les neutrinos. Bon, ok, aujourd'hui, on sait qu'il existe 3 types de neutrinos, 3 saveurs. Le chercheur aime se faire poète. Mais un doute plane sur la physique des particules. En existerait-il un 4e type ? C'est l'énigme sur laquelle nous enquêtons avec l'équipe de physiciens que j'ai rejoint pour ma thèse. Pour cette étude bien particulière, on avait absolument besoin de se situer à 10 mètres de la naissance de nos neutrinos, c'est-à-dire à 10 mètres du Soleil. On a essayé d'envoyer un cobaye en voiture Tesla dans l'espace, mais on n'a toujours pas de nouvelles. Donc on a décidé d'utiliser un mini-soleil à neutrinos local, le réacteur nucléaire expérimental de Grenoble. Donc là, on est en position à 10 mètres du cœur du réacteur et on essaye d'observer quelque chose qui n'interagit pas. Comment on fait ? Eh bien nous, on a construit un appareil photo qui pèse 75 tonnes pour arrêter un neutrino toutes les 5 minutes. Et moi, j'étudie ces neutrinos. Quelle est leur énergie ? À quel endroit se sont-ils arrêtés ? Mais attention, c'est pas facile, car sur 1 million de photos, le neutrino n'apparaît qu'une seule fois. Les autres, ce sont d'autres particules qui passaient par là et que je dois identifier. Et là, la question fatale, mais à quoi ça sert les neutrinos ? Certains vous diront que c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous connaissez Hertz ? À son époque, il avait découvert que nous étions en permanence entourés d'une chose invisible qu'il avait appelée onde. Quand on lui avait demandé « Yo Hertz, tu penses que ça servira à quelque chose ?» il avait répondu « Non ». Dommage qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour appeler avec un téléphone, écouter la radio, ou encore réchauffer sa choucroute au micro-ondes. La recherche fondamentale a souvent alimenté les innovations d'aujourd'hui. Et je ne dis pas que les neutrinos vont révolutionner notre monde, même si j'ai un peu envie d'y croire, mais c'est un pas de plus vers la compréhension de notre univers. Et entre nous,
On n'est pas bien dans ce bain de neutrinos ? Laura Bernard. Allez, nouveau candidat, nouveau doctorant à venir présenter sa thèse devant vous en 180 secondes. Je vous demande d'applaudir Frédéric Freund, s'il vous plaît. Du laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles, sujet de sa thèse, quelle scénarisation dans une formation hybride pour l'apprentissage de la rédaction collaborative en anglais de spécialité. Frédéric, vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, au troisième bip, c'est à vous pour 3 minutes. Non, mais si tu veux faire des progrès en anglais, faut partir à l'étranger. Hein. J'ai pas les bases. En fait, ma prof au collège, elle était toujours absente. English, yes, it's very useful, but comment on dit déjà it's not my priority. Je suis enseignante d'anglais à l'université et des commentaires comme ceux-là, j'en entends à peu près tous les jours en cours. En fait, ils sont très nombreux, ces étudiants en droit, en physique ou en sciences de l'ingénieur qui continuent à étudier l'anglais à la fac, souvent par obligation, sans avoir fait le choix de faire des langues. Ils appartiennent à ce qu'on appelle le secteur LANSAD, les langues pour spécialistes d'autres disciplines. Mes étudiants à moi, ils sont spécialistes de psychologie. Or, en psychologie, comme dans beaucoup de domaines, pas le choix. Pour lire la littérature scientifique, pour communiquer sur des sujets spécialisés, you have to use English. Ça ne se fait pas sans douleur. Ce que disent les commentaires que je citais, c'est que dans le secteur LANSAD, les contraintes sont nombreuses. Pas assez d'heures de cours, trop de monde en classe, un public sympa, mais très hétérogène et plus ou moins motivé pour les langues. À l'université où j'enseigne, on a opté pour une solution, l'hybridation. Ça veut dire qu'en plus du cours hebdomadaire classique, en groupe, dans une salle de classe, on a intégré un volet de formation à distance sur une plateforme d'apprentissage en ligne. Pourquoi ce choix ? Grâce à l'hybridation, on fait plus d'anglais chaque semaine, on travaille à son rythme, c'est individualisé, on n'est pas noyé dans le groupe, et surtout, on devient plus actif et plus autonome. Ça, c'est sur le papier. Mais en vrai, est-ce que l'hybridation, c'est vraiment THE solution ? Est-ce que les étudiants apprennent effectivement l'anglais grâce à cette configuration d'apprentissage ? Et est-ce qu'ils font à distance ? Est-ce que ça les aide vraiment ? Eh bien, si l'objectif, c'est bien de faire réussir un maximum d'étudiants et pas juste de faire des économies, ça mérite que la didactique des langues y regarde de plus près. En fait, ma thèse, c'est ce qu'on appelle de la recherche-action, et ça se résume en 3 étapes. J'analyse, j'agis et je reanalyse. Primo, j'analyse les besoins de mes étudiants en fonction d'eux, de leurs compétences linguistiques, de leur devenir professionnel. Secondo, j'agis en proposant un scénario pédagogique hybride, en classe et en même temps en ligne, qui vise l'acquisition de compétences pertinentes par rapport à leurs besoins. Et tertio, j'analyse la qualité de leur production et de leurs interactions. Surtout, j'espère qu'au travers de ma thèse, je pourrai montrer un exemple de formation hybride efficace et que ça passe par un scénario pédagogique cohérent qui met à profit chaque modalité d'apprentissage et qui accompagne les étudiants à distance grâce au tutorat, grâce à la collaboration. Puis quelque part, j'espère aussi que les commentaires du type « Mais madame, je suis nulle, il n'y a rien à faire », ça se calmera un peu, mais là, je suis moins optimiste. Frédéric Freund, merci beaucoup. Merci aux 5 doctorants qu'on vient d'entendre. Je vois que le jury et le public est très attentif. Alors dans un instant, bien sûr, on entendra nos 5 derniers concurrents de la soirée. Avant cela, retrouvons Kylian Drake, notre breaker. Alors je vous le disais, il suit un cursus sportif de haut niveau. En fait, son groupe Nextape, en parallèle de ses années lycée, a participé à de très nombreuses compétitions, des battles, certaines même à l'étranger. Il s'entraîne 15 à 20 heures par semaine. Il donne d'ailleurs lui-même des cours de breakdance. Et il suit en parallèle à sa pratique sportive un cursus universitaire. C'est le fameux dispositif sportif de haut niveau qui existe depuis une dizaine d'années et qui a d'ailleurs prouvé son efficacité. On rappelle au passage qu'aux derniers Jeux Olympiques,
40% des médailles et des médaillés français, des médailles françaises, ont été remportées par des étudiants grenoblois. Ça valait le coup d'être souligné. Alors, on peut les applaudir. Et on salue ce dispositif sportif de haut niveau. Ça, c'est pour les sportifs, et il existe la même chose pour les artistes. C'est le dispositif artiste de haut niveau sur le même principe. Deuxième démonstration, je vous propose de retrouver et d'applaudir très fort Kylian Drake. Y'all know what is it? Question beat. Kylian Drake. Kylian revient avec nous sur la scène. Applaudissements. Comme on dit en langage scientifique, ça envoie. Alors avec son groupe Next Tape, il sera au Festival international de hip-hop ou Got the Flower. Ce sera du 20 au 22 avril à Pontcharrat, au programme des soirées, des expositions de street art, des battles internationaux avec des troupes d'une quinzaine de pays. Il s'appelle Kylian Drake, retenez ce nom. Allez, on en vient à nos 5 derniers doctorants. Même règle pour eux, 3 minutes pour nous expliquer simplement le thème de leur thèse. Le public, je vous le rappelle, va décerner un prix, une seule case à cocher sur vos bulletins de vote. Le jury remettra, lui, dans un instant, 3 prix. Je vous demande d'applaudir Philippe Le Bouteiller. De l'Institut des sciences de la Terre, sujet de thèse, approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope. Application à l'imagerie sismique. Philippe, désolé. Vous êtes prêt? Je peux te dire un petit mot sur ma diapo du coup? Bien sûr. Donc là vous voyez... Merci.
Je recommence. Vous devriez voir la Terre, enfin un morceau de la Terre avec quelqu'un dessus qui se penche vers un espèce de ver de terre rouge qui n'est pas un ver de terre, vous comprendrez, qui sort de la Terre et qui le regarde. Et au-dessus de lui, des étoiles et une voiture aussi. Voilà. Bon, Philippe, ça vaut le coup quand même que je rappelle le thème de la thèse. Ah oui, oui, oui. Parce que ça va être beaucoup plus clair pour nous. Approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue en milieu hétérogène anisotrope, application à l'imagerie sismique. Philippe, je pense que vous êtes prêt et vous avez 3 minutes. Merci, je suis prêt. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, l'homme a toujours cherché à percer les mystères de l'univers. Les sociétés préhistoriques assemblaient déjà les étoiles dans le ciel pour former les constellations. Aujourd'hui, les astrophysiciens sont capables de détecter des événements se produisant à des centaines de millions d'années-lumière de chez nous. Alors par contre, pour tenter d'expliquer ce qui se passe quelques dizaines de mètres sous nos pieds, là, il y a beaucoup moins de monde. Bon, entre nous, observer l'univers, c'est facile. Il suffit d'ouvrir l'œil et de lever la tête. Mais la Terre, elle n'est pas transparente. Tant mieux, disent les Écossais, qui n'ont certainement pas envie de révéler aux kangourous les dessous de leur kilt. On peut les comprendre. Alors on peut imaginer, c'est ce qu'a fait Jules Verne dans son voyage au centre de la Terre au XIXe siècle. Un centre de la Terre peuplé de dinosaures et de champignons géants, pourquoi pas. Mais comment faire pour voir l'intérieur de la Terre? Eh bien, j'ai une partie de la réponse, et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ma thèse. Mesdames et messieurs, je vous présente le fabuleux voyage des ondes sismiques. Vous savez, ces secousses ressenties lors des tremblements de terre, ou encore ces vibrations qui vous chatouillent dans Paris quand le métro passe sous vos pieds. Les ondes sismiques se propagent à travers la Terre entière en emmagasinant énormément d'informations sur le milieu qu'elles traversent. Nature, composition, densité, viscosité. Et mon métier, c'est de les faire parler. Plus précisément, je développe des codes de calcul haute performance permettant d'évaluer le temps qu'elles mettent à se propager dans des milieux très complexes, et ce avec une précision 1000 fois supérieure aux méthodes de calcul déjà existantes. Pour effectuer ces calculs, j'ai besoin d'un modèle. Si le temps calculé dans ce modèle ne correspond pas au temps observé à la surface de la Terre, je vais pouvoir corriger ce modèle pour mieux coller aux observations. Mais prenons une comparaison. Si vous venez de Paris à Grenoble par l'autoroute, dans votre Tesla électrique, je vais supposer que vous roulerez à 130 km/h. Ça, c'est mon modèle. Il me permet de prédire que vous mettrez 5 heures, 3 minutes et 54 secondes. Ah, je vous avais prévenu, je fais dans la précision. Mais si vous me dites que vous avez mis 10 heures, je vais en déduire qu'il y avait des embouteillages. C'est exactement ce que je cherche à retrouver sous la Terre. En analysant des dizaines de milliers de trajets, je peux reconstituer en 3 dimensions la carte bison futé des embouteillages sismiques. Une carrière de marbre bien compacte, le trafic est fluide. Une poche de lave en fusion, bison futé voit rouge. Figurez-vous qu'avec ces cartes, les scientifiques sont capables de mieux comprendre les risques naturels majeurs liés aux séismes dévastateurs ou aux volcans et leurs éruptions. Mais ce n'est pas tout. Elles permettent également d'anticiper la disparition des ressources naturelles stratégiques, telles que le pétrole, mais aussi les métaux précieux, platine, lithium, indispensables à la fabrication des batteries de votre Tesla électrique. Alors c'est bien beau d'envoyer des voitures en orbite ou de préparer la colonisation de l'espace, mais il faudrait aussi penser à préserver notre chère planète Terre. Car si vous voulez mon avis, on y habite encore pour un bon bout de temps. Philippe Le Bouteiller. Merci Philippe. 13e concurrent, candidate, doctorant à se présenter devant vous ce soir. Je vous demande d'accueillir Julien Couder. Du Centre d'études et de recherche appliquées à la gestion. Thème de sa thèse, design, qualité de la relation à la marque et territoire d'origine, le cas des produits régionaux. Julien, tout est OK? Tout est OK. Vous avez 3 minutes à partir du 3e bip. Il y a quelques années, je buvais un verre avec un ami, un petit producteur de vin d'un coin un peu reculé dans le Puy-de-Dôme, et il me dit tu sais Julien, ce petit vin là dont la recette a jamais changé, qui se font décimales, eh ben, tu vas être surpris, en ce moment on m'en demande. Puis, vous savez, moi je fais un peu de marketing et je lui dis mais évidemment qu'on t'en demande. Tu sais, on a de plus en plus affaire à ce qu'on appelle des consommateurs post-modernes. C'est des gens qui cherchent un sens dans ce qu'ils consomment.
Des gens qui sont lassés du marketing, qui rejettent les produits industriels. Ils cherchent le vrai goût des choses. Ils cherchent le vrai produit. Ce qu'ils cherchent, c'est de l'authenticité. Alors il me répond, oui, authenticité, t'es gentil Julien, mais moi je vois les gens boivent de moins en moins de vin. Il y a de plus en plus de concurrence. Je suis inquiet, hein, et puis tes belles théories marketing. On avait pris un stagiaire en marketing, les ventes ont baissé. Alors moi, une fois de plus, je lui dis, mais évidemment que les ventes ont baissé. Si ton petit vin, il plaît à tes clients parce qu'il est authentique, et que ces clients se rendent compte que toi, tu es en train de mettre en place une stratégie marketing, et bien ton vin, il va perdre son authenticité. Donc tes clients, ils vont plus le trouver particulier et ils vont partir à la concurrence. Ton vin est devenu un produit comme les autres. Bon, je vous avoue, j'étais un peu loin parce que là, il s'agace. Quoi ? Mon vin, un produit comme les autres ? Mais t'es pas bien ? T'as pensé à mon terroir, à mon savoir-faire ? Et là, je réalise que je vous ai toujours pas parlé de son terroir. Le terroir, c'est quelque chose d'assez unique. C'est une association entre un espace géographique qui va être limité, avec des caractéristiques propres. On pourrait parler d'un type de sol, on pourrait parler de l'ensoleillement. Et la culture des gens qui y vivent, cette culture, elle va englober beaucoup de choses. Ça peut être leur histoire, ça va être des symboles, ça va être leur savoir-faire. Et comme ça, le terroir, ça devient une espèce de monde dans le monde, un endroit un peu mystique, qui fourmille de petits produits, qui fourmille de légendes. Et je lui dis, mais ce terroir que t'aimes tant, si on s'en servait pour vendre tes bouteilles de vin, après tout, le consommateur aime être rassuré sur la qualité de ce qu'il va acheter. Ton terroir nous renseigne sur la qualité de ton environnement et sur son savoir-faire. Ça devrait marcher. Et nos consommateurs postmodernes, ils aiment bien avoir du sens dans ce qu'ils consomment. Ton terroir transmet des symboles, ça peut marcher. On pourrait même s'en servir pour développer des relations à la marque. Alors là, il s'agace, je lui dis, écoute, tu t'assois, tu te resserres un verre et tu m'écoutes, ça va aller très très vite. Un peu de la façon dont on a des relations avec les gens, on va pouvoir développer des relations avec les marques. Il y a des marques auxquelles vous allez être attachés, d'autres que vous aimez moins. L'intérêt de travailler là-dessus, c'est qu'on sait que quand un consommateur a une relation de qualité avec sa marque, non seulement il va être fidèle, mais en plus il va se mettre à en parler à ses amis. Je lui dis, t'imagines, si tes clients commençaient à faire la promotion de ton petit vin à leurs amis, on serait bien, hein. Il était plutôt d'accord. Et moi j'avais trouvé un sujet de thèse. Qu'est-ce que je fais ? Je travaille sur le design des produits du terroir pour mettre en exergue leurs spécificités, leurs particularités, pour créer des relations à la marque. Julien Couder, merci Julien. Je vous demande d'applaudir maintenant notre 14e concurrente, Maria Spies, s'il vous plaît. De l'Institut Néel. Sujet de la thèse de Maria, études électro-optiques et TEM corrélés sur nanophiles hétérostructurés 3N uniques. On souffle, Maria, tout va bien ? Oui. Vous êtes prête ? Oui, j'aimerais bien me dire un mot sur le Allez, slide. on décrit la slide. Parce que le slide, c'est en fond noir, comme vous le voyez là. C'est bien important. Vous comprenez juste là. C'est original. 3 minutes, c'est à vous au 3e bip. J'aimerais bien vous parler de l'invisible. Mais même pas quelque chose aussi complexe que les émotions ou les pensées. Non, quelque chose beaucoup plus simple, plus physique, qui est réellement là, en fait. Mais qui on ne le voit pas. Et ouais, qu'est-ce que ça pourrait être ? Déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un peu des choses autour de nous, ils ont des différentes couleurs. C'est beige, rouge, vert. Mais en fait, c'est tous la même chose. C'est la lumière qui arrive dans nos yeux. La seule différence, ça a des différentes énergies. Donc, par exemple, la lumière jaune, c'est une certaine énergie. Si on ajoute un peu d'énergie, ça devient vert. On ajoute un peu d'énergie, ça devient bleu. Et si on ajoute encore un peu d'énergie, en fait, on ne le voit plus. Mais c'est quand même là. Déjà, qu'est-ce que ça pourrait être ? Vous connaissez déjà. C'est la lumière ultraviolette. Vous connaissez. Et j'aimerais bien vous proposer quelque chose pour détecter ça en photodétecteur. Et j'aimerais bien vous proposer d'utiliser un effet qu'il y a dans les semi-conducteurs. Par exemple, dans les nitrures de gallium. Et là,
il y a quelque chose qui se passe. Si la lumière qui arrive, la lumière jaune, la lumière rouge, la lumière verte, en fait, il n'y a rien qui se passe. Mais s'il y a la lumière ultraviolette qui arrive, ça a tellement d'énergie, ça donne son énergie aux électrons. Et ils sautent sur un autre niveau, sur un niveau élevé. C'est un niveau avec plus d'énergie. Ouais, donc ça c'est bien, sauf que ça reste pas là. Ça reste là une durée minuscule, ça retombe. Nous, on n'a rien vu, on n'a pas vu l'électron, parce qu'en fait, on ne peut pas voir les électrons, avec aucun microscope d'ailleurs. Et aussi, on n'a pas vu la lumière ultraviolette. Donc, je vous propose qu'on modifie ce niveau élevé. On le modifie dans un sens que c'est penché. On a une pente, en fait. Et donc, quand les électrons, ils reçoivent cette énergie de la lumière ultraviolette, ils sortent sur cet haut niveau et ils arrivent avec déjà des skis sous les pieds, on peut dire. Ils descendent déjà cette pente. Et ouais, là, on a une charge, en fait. On a en fait beaucoup des charges qui bougent dans l'espace. Et si on a des charges qui bougent dans l'espace, c'est facile, en fait. C'est gagné. On a un courant électrique. Et si on a un courant électrique, c'est facile. On met des câbles, on branche l'ordinateur qui va nous dire « J'ai un signal, il y a la lumière ultraviolette. T'as vu ?» Maria Spies. Allez, notre avant-dernier candidat va monter sur scène. Je vous demande de l'applaudir. C'est Yves Paquette. Du laboratoire des écoulements géophysiques et industriels, laboratoire sciences et ingénierie des matériaux et procédés, sujet de votre thèse, interaction fluide, structure en érosion de cavitation. Est-ce que je peux dire un petit mot sur ma slide ? Bien sûr. Donc, en gros, j'avais deux acteurs qui ne sont pas parmi nous. C'est une roue de turbine absolument cassée, mais en 1000 morceaux, et une crevette avec une pince énorme. Voilà, je vous laisse imaginer. Et on va découvrir ces crevettes. Pas non, du coup. Yves, c'est à vous. Grâce à votre exposé. Vous avez 3 minutes au 3e bip, c'est à vous. Connaissez-vous la crevette pistolet ? Probablement l'animal le plus antipathique de la faune marine. À chaque fois que j'essaie de lui serrer la pince, en retour, j'ai droit à un tir de pistolet. Vraiment sympa. Pourquoi fait ça cette bestiole ? Eh bien, en fait, elle est équipée d'une pince qui fait la moitié de la taille de son corps. Et lorsqu'elle la referme, l'eau à l'intérieur est propulsée à une très grande vitesse. Or, en mécanique des fluides, une hausse de la vitesse, c'est une baisse de la pression. Et ici, la pression baisse tellement que l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. On appelle ça de la cavitation. Lorsqu'elle sort de la pince, la bulle implose et génère une onde de choc comparable à celle d'une arme à feu. Du coup, à présent, sortons de l'océan et nageons vers une centrale hydroélectrique, vers un barrage. L'énergie hydraulique, elle est produite par le passage à très grande vitesse de l'eau dans les turbines. Ceci peut générer des nuages de cavitation. Ces nuages, ils vont être constitués de millions de bulles, toutes prêtes à imploser. Vous imaginez tout un bataillon de crevettes qui tirent à répétition sur les turbines. Du coup, je vous laisse imaginer les dégâts. Ce phénomène de destruction des matériaux par implosion de bulles de gaz, on l'appelle érosion par cavitation. Alors ce phénomène, il est difficile à anticiper et encore plus difficile à observer. Du coup, vous n'avez pas vu l'état de cette pale. Je vous laisse imaginer comment une caméra survivrait au même endroit. Du coup, on essaye de le reproduire par des simulations sur ordinateur. Alors si on repense au phénomène, on peut différencier ce qui se passe dans l'eau avec les implosions de bulles de ce qui se passe dans le matériau qui se déforme, voire s'abîme. Ça tombe bien. Durant ma thèse, on a fait 2 programmes. Un qui reproduit l'implosion d'une bulle et un deuxième qui reproduit la déformation du matériau suite à une onde de choc. Alors, c'est parfait, vous allez me dire. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, un fluide qui pousse sur un solide, c'est comme une foule dans un concert. C'est tout serré, c'est tout compacté. Bref, ça va pousser pour se faire de la place. Du coup, quand le solide se déforme, le fluide, il a plus de place. Il va donc pousser moins fort. Il va donc falloir que mes 2 programmes, dans mes simulations, à chaque instant,
ils communiquent, ils interagissent l'un avec l'autre pour que la poussée du fluide soit en adéquation avec le mouvement du solide. Au final, l'outil qu'on a conçu va permettre de reproduire la réaction de n'importe quel matériau à une implosion de bulles données. Malheureusement, ça ne nous protégera pas en cas d'invasion de crevettes. Néanmoins, ces informations pourront être utilisées pour imaginer des revêtements innovants qui permettront d'absorber les ondes de choc et protéger les turbines. Cependant, ma thèse venant de se terminer, la suite vous sera contée par mes héritiers. Yves Paquette, merci. Dernière concurrente à se présenter devant vous. Je vous demande d'accueillir à mes côtés Adèle Kerjouan, de l'Institut pour l'avancée des biosciences. Le sujet de sa thèse, contrôle de l'activité spatio-temporelle de la protéine SAC par optogénétique pour induire différents comportements cellulaires. Adèle, un mot sur la slide ? Non. Non, pas spécialement. Vous êtes prête ? Oui. Alors, au troisième bip, vous avez 3 minutes, ce sera à vous. Ok, je vous avoue tout. C'est vrai que j'ai fait sur vous ce soir une expérience. Je vous ai tous rétrécis pour vous faire voyager dans la cellule. Alors maintenant, vous êtes tous des molécules, qu'on appelle des protéines. Et vous êtes là pour la faire fonctionner, cette cellule. Alors que moi, je suis sur la scène à vous observer. Alors j'ai bien vu, au fond, il y a ceux qui s'occupent de la construction. Un peu partout, il y a les mecs qui sont au transport. J'ai bien senti par là-bas que c'était plutôt la gestion des déchets. Et il y a vous, ici. C'est vous qui m'intéressez. Vous êtes le service communication. Et alors, vous m'intéressez particulièrement parce que vous êtes capable d'informer toutes les autres protéines de ce qui se passe autour de la cellule. Et surtout, vous leur dites quoi faire au bon moment. Alors, pour passer vos informations, vous marquez toutes les autres protéines d'une seule lettre, la lettre P. Alors, ces autres protéines, elles reçoivent cette lettre, elles entendent un signal et donc elles comprennent l'information. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous faites pour passer autant d'informations en utilisant une seule lettre. Alors, pour répondre à cette question, je me suis inspirée de la manière dont nous, on communique. Ce soir, on mange, maman ? Oui, c'est ça. Ce soir, on mange, maman. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez vu, en changeant le rythme et l'intonation de ma voix, j'ai changé complètement le sens de ma phrase. Alors peut-être que vous, les chargés de com ici, vous faites la même chose. Sauf que vous êtes trop loin. Alors moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe entre vous. Donc j'ai eu une autre stratégie. C'était de remplacer ce service communication par des pantins. Alors moi, je les ai fabriqués pour faire en sorte qu'ils aient les mêmes capacités que de marquer, vous tous, les autres protéines. Mais par contre, je peux les contrôler. Alors pas au mouvement des fils, mais avec la lumière. Je vous explique. Dans le noir, rien ne se passe. Mais dès que je mets mon projecteur sur une région, mes pantins sont attirés par la lumière et alors ils commencent à marquer toutes les protéines, mais que à cette région-là. Et puis à cette région-là, ou encore à cette région-là. Et surtout, en allumant et éteignant la lumière, je peux jouer avec le rythme avec lequel ils vont marquer les autres protéines. Alors moi, avec cet outil, j'ai joué ce soir. J'ai changé le rythme et la localisation de mes pantins pour vous faire passer différentes informations. Mais je ne peux pas voir si individuellement vous avez compris tous ces messages. Mais par contre, ce que j'ai pu faire, c'est vous observer et observer le comportement général de la cellule. Et clairement, ce soir, dans la salle, j'ai vu à un moment donné un cours de physique fondamentale et j'ai même vu une boulangerie. Bon, ok, toute cette histoire vous semble un peu farfelue. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'avec cette expérience, moi, ce que je peux savoir, c'est peut-être que mes chargés de communication à l'intérieur de mes cellules, ils sont comme mes pantins. Et ils peuvent modifier le rythme et la localisation de leur marquage. Alors ça modifierait complètement le fonctionnement de ma cellule. Et du coup, ça pourrait impacter nos organes. Mais bon, vous inquiétez pas. Parce que par rapport à l'expérience de ce soir, moi, ce que je veux juste, c'est savoir si le voyage vous a plu. Adèle Kerjouan. Adèle était donc notre dernière candidate. Merci aux 16 doctorants qui ont relevé le défi. Ma thèse en 180 secondes. Ils sont, je pense, sortis haut la main. Je vous propose de les applaudir tous les 16. Plus fort.
Alors maintenant, c'est à vous de travailler, c'est à vous de décider. Le public doit rendre sa copie avec un seul choix par bulletin, je le rappelle. Le jury va lui se retirer pour délibérer. Tout le monde est là, on va pouvoir dévoiler le palmarès 2018. On a pu dépouiller les votes du public. Je rappelle d'ailleurs que le jury est composé d'Isabelle Girard-Potin, vice-présidente vie de campus Communauté Université Grenoble-Alpes et présidente de notre jury ce soir. Jeannie Jean-Baptiste, la directrice de la CASMAT, le Centre culturel, scientifique et technique de Grenoble. Paul Petzel, le président bien connu du groupe du même nom. Erwan Lecomte, rédacteur en chef adjoint du pôle web de Sciences et Avenir. Et Guillaume Plassans, qui est docteur depuis hier, donc finaliste de ma thèse en 180 secondes en 2016. Alors on va remettre 4 prix, 3 pour le jury, 1 pour le public. Si par hasard le premier prix du jury et le prix du public étaient remportés par la même personne, eh bien ce sont le premier prix et le second prix du jury qui iraient en demi-finale à Paris. J'en profite puisque j'ai encore quelques secondes pour vous rappeler que cette soirée sera rediffusée sur Télé Grenoble dimanche soir à 20h15. Et maintenant, le dénouement est proche. Ma thèse en 180 secondes. Je sens que là-bas, ça commence à frémir. Je vous rappelle qu'on a entendu 16 candidats, des doctorants qui se sont lancés ce pari fou de nous expliquer des choses parfois un peu abruptes en 3 minutes maxi, un véritable défi qui participe à mettre la science à la portée de tous. Alors par le passé, on vous l'a dit tout à l'heure, ce concours a permis de saluer la qualité des doctorants grenoblois, puisqu'en 2015, Alexandre Artaud est allé jusqu'à la finale internationale. Il a même décroché le 2e prix du jury et le prix du public. Et que l'an passé, Sabrina Fadloun est allée jusqu'à la finale internationale. Elle a remporté le prix du public. Je crois qu'on peut les applaudir tous les deux. Alors, dans un instant, on va découvrir les 3 prix du jury, le prix spécial du public. Je vais reciter nos partenaires que vous connaissez bien maintenant. Je savais que ça vous ferait rire. La MGEN, la mutuelle bien connue, la CASDEN, la banque coopérative. Et je voudrais aussi remercier pour leur participation 12 étudiants. 12 étudiants du Master Communication et Culture Scientifique et Technique de l'UGA. Ils ont en fait largement contribué à l'organisation de cette soirée et je crois qu'on peut les applaudir. J'appelle d'ailleurs à mes côtés l'un de ces étudiants. Là aussi, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements parce qu'il a, je crois, un peu le trac. C'est Loïc Vidot qui va prendre le relais pour la remise des prix. Loïc, rejoins-moi. Loïc, c'est à toi. On va découvrir le palmarès. Je te laisse faire. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je ne vais pas disposer de 180 secondes, mais je vais quand même en profiter un peu pour vous présenter pourquoi nous, Master CCST, donc communication et culture scientifique et technique de l'Université de Grenoble. Donc ce master-là, a pour but de former des communicants ou des chargés de communication dans les laboratoires, dans des universités, mais aussi pour devenir par exemple des journalistes scientifiques. Nous sommes là ce soir afin d'épauler l'organisation de cette finale grenobloise. Et c'est en effet grâce à notre énergie et nos petites mains qu'on a pu faire le calcul du vote du public aussi rapidement. Mais il n'y avait pas que le vote du public, il y en avait certains d'entre nous qui étaient aussi présents en régie, d'autres qui étaient présents en coulisses ou auprès des doctorants. J'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir conviés, car ça nous a permis de découvrir les coulisses et l'organisation d'une telle soirée. Et peut-être que pour certains, ça sera l'occasion d'avoir une envie pour pouvoir, plus tard, faire ce genre d'expérience. Nous allons maintenant passer à la remise des prix. Dans ma main se trouve l'ensemble des 4 lauréats qui ont été désignés. Donc attention au suspense. Nous allons donc commencer par le 3e prix du jury. Et pour cela, j'invite à monter sur scène Ariane Morer,
animatrice régionale culture, enseignement supérieur et recherche pour la CASDEN, et Nathalie Rivier, déléguée départementale de la CASDEN de Grenoble. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous- les nominés. Ça y est. Le prix. Le troisième prix, Nathalie. Le troisième prix du jury est attribué à Louis Gangolf. Bravo. Félicitations. Merci. Encore un grand bravo pour Louis Gandolf et son sujet de thèse sur les biomatériaux architecturés, hyperélastiques et résolvables sur la construction de tissus mous. Regardez pour la photo. J'appelle maintenant à présent Martine Etiévan, directrice MGEN Isère, pour remettre le second prix du jury. Le suspensement. Pourvu que ce ne soit pas un nom trop compliqué. Alors, le deuxième prix du jury est attribué à Clément Chagnot. Merci. Alors ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va prendre une petite photo, je sais pas où d'ailleurs. Donc Clément Chagnot avec sa thèse Méthode et outils géovisualisation et d'analyse spatiale exploratoire pour les humanités numériques, application aux données des cartes anciennes de l'Atlas linguistique française. Je pense pas. Nous allons maintenant décerner le premier prix du jury. Et pour cela, j'invite sur scène Jérôme Paré, délégué régional du CNRS Alpes. J'espère que voilà, tout a été prévu pour les moyens de transport pour rejoindre la demi-finale nationale à Paris la semaine prochaine. Et là, je vais me permettre de faire durer un petit peu le suspense. Ah non, mais là, pour une anecdote véridique, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais moi-même doctorant, j'étais dans une équipe avec un camarade qui, le jour de sa thèse, a eu à vivre un aléa assez délicat. Le rétroprojecteur, parce qu'à l'époque, on était encore sur des slides plastiques, a pris feu pendant la soutenance. Ce collègue est aujourd'hui professeur des universités de première classe et membre senior de l'Institut universitaire de France. Et au fond, c'est ce que je souhaite à ce premier prix du jury ce soir. Donc j'ai nommé Philippe Le Bouteiller. Bravo. Un petit mot, Philippe ? Pardon ? Un petit mot sur votre ressenti de la soirée ? Oui, un petit mot, pourquoi pas. Merci beaucoup. Je suis vraiment très très touché. Merci à Marguerite, ma femme, qui a dessiné la slide que vous n'avez pas vue et que j'aimerais bien vous faire partager. Parce qu'elle était quand même très belle. Merci à Ludovic pour la préparation. Merci à tous les finalistes pour les bons moments passés. C'était vraiment très très chouette. On a passé des bons moments. Et merci à tous ceux qui ont subi toutes les répétitions que j'ai pu leur faire pour améliorer toujours. Et merci beaucoup pour ce prix. Je suis vraiment très très touché. Clément, également, un petit mot de ta part, s'il te plaît ? Oui ? Il n'a pas de micro.
C'était pour la photo. Eh bien, moi aussi, je suis très touché par ce deuxième prix du public. Et je voudrais également remercier Ludovic, qui nous a formés pendant plusieurs heures avec tous mes camarades candidats. C'était vraiment une superbe formation et une superbe expérience. Voilà. Et je remercie aussi toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir. Voilà. Tu peux également passer le micro à Louis pour un petit mot. Bon, là, ça va être plus dur, je crois que tu as tout dit. Enfin, vous avez tout dit. Bah, merci encore, Ludo. Merci à ceux qui ont subi, ouais, vraiment, mes répétitions. Merci à tous d'être venus là. Et puis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, oui. Voilà. Bonne soirée. Nous arrivons donc maintenant au dernier prix de la soirée, celui pour lequel vous avez choisi. Donc je convie Isabelle Girard-Potin, vice-présidente vie de campus, comité université Grenoble-Alpes, et aussi présidente du jury. Moi, je suis contente de remettre ce prix-là parce que moi, j'ai de la surprise. Les enveloppes sont très bien fermées. Ah, une demi-surprise. Le prix du public est attribué à Philippe Le Bouteiller. Merci à vous tous. Bravo. Merci de vous être déplacés. Effectivement, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais avec ce prix public, j'ai l'occasion. C'est vraiment, vraiment fabuleux. Je suis très, très touché. Merci beaucoup. Philippe Le Bouteiller. Philippe, bravo encore. Premier prix du jury, prix du public. Bravo, c'est donc le deuxième prix du jury qui vous accompagnera pour la demi-finale. Donc c'est Clément Chagnot. Clément et Philippe, vous avez la pression. C'est sur vous que repose l'honneur grenoblois. Attention, hein. Bravo en tout cas à nos lauréats. Merci beaucoup Loïc, reste avec moi. On vous souhaite bien sûr une excellente chance pour la demi-finale. Ce sera à Paris. On est certain que vous pouvez aller jusqu'à la finale nationale à Toulouse. Ce sera le 13 juin et on suivra ça de très près. Et même, je crois qu'on entendra parler de vous jusqu'à Lausanne en septembre pour la finale internationale. J'aimerais quand même qu'on applaudisse nos 16 doctorants qui ont relevé ce défi ce soir. Bravo! Plus fort! Pour clore cette soirée, pour vous remercier de votre présence, je rappelle sur scène à mes côtés Denis Jogmans au nom du collège doctoral, s'il vous plaît. Donc merci Christophe, donc je vais donc clôturer cette soirée qui était un peu riche en hasard, montrer que le hasard faisait partie de la vie et que pour finir, le projecteur c'est complètement superflu, hein, vous avez compris. Alors, il y a eu beaucoup de remerciements. Je voudrais simplement rappeler effectivement qu'il y avait 25 candidats. Je voudrais tous les remercier d'avoir suivi cette formation. Et également les 16 finalistes, bien sûr. Merci. Donc, félicitations aux 3 lauréats et aux 2 lauréats qui vont nous représenter donc, lors de cette demi-finale à Paris, donc Philippe et Clément. Donc, comme vous avez compris, la formation a joué un rôle important et joue un rôle important. Et donc, je voudrais de nouveau féliciter et remercier Ludovic Lecordier pour le travail qu'il a effectué.
Je vais aussi remercier Christophe Reville qui a mérité sa soirée, hein, qui a dû faire preuve d'une certaine inventivité et de l'improvisation. Merci aux membres du jury qui ont fait preuve d'une sagacité et d'une sagesse exemplaire. Les étudiants du Master Communication et Culture Scientifique et Technique, je voudrais vraiment insister sur leur participation. Ce qu'a dit le représentant n'est pas un vain mot. On a vraiment besoin d'eux pour organiser cette soirée. Merci à eux. Bien sûr, les organisateurs de la soirée, de la thèse, de ma thèse en 180 secondes de façon générale, le CNRS et la CPU. Donc merci de les applaudir. Nos partenaires, alors, êtes-vous capable de dire qui ils sont? Donc, la MGEN et la CASDEN. Merci encore pour eux. Alors, j'aurai un remerciement particulier pour les équipes du collège doctoral du service communication de la Commu. Avec une mention spéciale, hors des conventions, pour Domiti, Lisa et Xavier. Merci à eux. Et donc, bonne chance à nos lauréats pour la semaine prochaine, donc le 5-6 avril à Paris, et j'espère le 13 juin à Toulouse, et à tous les coups le 28 septembre à Lausanne. Et merci à vous, le public, pour votre participation, d'être venus aussi nombreux, et rendez-vous à l'année prochaine.